Nous avons pu montrer que le développement de l'industrie à Drummondville s'est fait à partir des années 1900. Et qui dit développement d'industrie dit également en parallèle développement du secteur tertiaire, c'est-à-dire du commerce et des services. L'émission d'aujourd'hui sera donc totalement consacrée au commerce et aux services, mais aura quelque chose qui revêt un aspect de nouveauté, c'est-à-dire que nous amorçons aujourd'hui même la première d'une série de chroniques animées par Brenda Lee Leblanc, archiviste à la Société d'histoire de Drummondville. Pour l'instant, suivons le chemin de fer et entrons à Drummondville. À chaque fois qu'un train entre en gare à Drummondville, nombreux sont les automobilistes qui pestent d'impatience de devoir lui céder la priorité au passage à niveau. Mais rares sont ceux de ces automobilistes qui prennent le temps de ces secondes ou de ces minutes d'attente pour se rappeler ou pour essayer de réfléchir sur le terrible accident survenu en 1928 au pont de la rivière Saint-François. Voyons-y de plus près. Chacun sait ici à Drummondville la furie et la puissance gigantesque des eaux qui dévalent les rapides Lord au moment des crues printanières. Or, en ce printemps de 1928, la débâcle avait été tellement forte que les glaces et les eaux avaient envahi très haut les berges et détruit à peu près tout sur leur passage. C'était le dimanche de Pâques 8 avril. Dans la nuit, les flots tumultueux, furieusement déchaînés, avaient emporté les remblais, supportant la voie à chaque extrémité du pont de chemin de fer. N'épargnant pas non plus les abords du pont des voitures qu'ils avaient aussi grugés en grande partie. Or voilà qu'en matinée, venant de Lévis et se dirigeant vers Montréal, un train, ayant à son bord 85 passagers et filant à quelques 70 km à l'heure, fonça directement vers le trou béant qui s'ouvrait devant lui. La lourde locomotive n'arrêtant sa course folle qu'à l'instant même où elle vint heurter de plein fouet la culée du pont avant de verser sur le côté. Ne s'étant avisé qu'à la toute dernière minute de l'état de la voie, le conducteur avait bien cherché à fermer la vapeur, à mettre les freins, voire à faire marche arrière. Mais rien n'y avait fait. Le convoi était inéluctablement venu s'abîmer dans le gouffre creusé par les flots, les wagons s'emboutissant les uns dans les autres dans un fracas épouvantable. Le spectaculaire accident fit plusieurs blessés, mais l'on eut heureusement à déplorer que quelques morts, dont celle du conducteur, celui-là même qui avait pourtant désespérément tout essayé pour éviter la catastrophe, une catastrophe qui restera longtemps gravée dans les mémoires et dans la pierre. Heureusement, l'histoire des chemins de fer à Drummondville de 1900 à 1930 n'a pas connu d'autres accidents terribles du genre. Au contraire, le chemin de fer va se développer tant dans le domaine du transport des marchandises que du transport des personnes. Et ce développement, bien sûr, va propulser Drummondville tout au long du 20e siècle. C'est en 1904-1905 que l'Intercolonial, qui, on l'a mentionné lors de la précédente émission, s'était porté acquéreur du réseau du Drummond County Railway, a construit une gare somme toute assez imposante pour l'époque, qui témoignait bien des espoirs que les autorités de l'entreprise avaient mis dans la croissance de Drummondville. Des espoirs d'ailleurs qu'entretiendront également les dirigeants du Canadian National Railway, quand une quinzaine d'années plus tard, ils mettront à leur tour la main sur ces installations. De leur côté, les dirigeants de la Canadian Pacific Railway avaient d'abord érigé une première gare sur la rue Hébert près du chemin Saint-Georges. Mais ils se raviseront en 1927 et construiront une nouvelle gare dans la Haute-Ville, près de la rue Lindsay, le long de la voie conduisant à la Butterfly et à la Dominion Silk. Mais revenons à la gare de l'Intercolonial. Il est de commune renommée que toute l'entreprise ferroviaire a, pendant de longues années, été un milieu où, à toutes fins utiles, il était interdit aux femmes de faire carrière. Or, prenons la peine d'entrer dans la gare. Nous allons y rencontrer l'archiviste Brenda Lee Leblanc, qui nous attend pour nous rappeler un fait susceptible d'ébranler certaines de nos certitudes. Eh oui,
Il y a eu des femmes dans le domaine du chemin de fer dans la région de Drummondville, plus précisément à Wickham. En 1884, le chef de gare de Wickham s'appelait James Timmons. Avec son épouse, il a eu 9 enfants, dont une petite fille qui est née en 1900, qu'ils ont appelée Alice. Elle était vraiment très petite, alors elle a eu le surnom de la petite Alice. La petite Alice aimait beaucoup suivre son père quand il partait travailler à la gare. Si bien qu'à environ 12 ans, elle connaissait tous les rudiments du métier. Et lorsque son père a pris sa retraite, en 1924, eh bien, le Canadien Pacifique a tout simplement décidé de lui offrir l'emploi. Alors, Alice Timmons, à 24 ans, devenait une femme chef de gare. Très particulier. Il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de gare au Canada. Alice Timmons était une d'entre elles. Il semble bien d'ailleurs que de 1924 à 1967, Mme Timmons ait fait en quelque sorte un travail d'ambassadrice pour le Canadien Pacifique. Même que les autorités de la compagnie lui auraient offert à plusieurs reprises de la muter au siège social. Mais elle aurait toujours refusé, se disant trop éprise de la région de Wickham pour vouloir jamais la quitter. Tout un personnage que cette dame Alice Timmons. Même si l'on n'a pas affaire à prendre le train, la visite de l'intérieur de la gare ne manque pas d'intérêt. On y retrouve plusieurs traces de son architecture d'autrefois, et les murs de sa salle d'attente sont décorés d'une intéressante collection de photos anciennes, ce qui fait d'elle un mini-musée qu'il vaut vraiment la peine de visiter. Et si vous avez de la chance, peut-être que pendant votre visite, vous aurez, comme nous, l'occasion d'être abordé par l'agent responsable de la gare, qui aura peut-être alors d'autres choses à vous montrer et à vous apprendre. Excusez-moi de vous déranger. Je vois que vous êtes intéressé à des vieilles photos. On a ça qui est pas ici, là, une photo de travailleur là, de la voie. Ah, c'est merveilleux. C'est assez impressionnant, ça. Une excellente photo, ça. Oui, oui. Oui, absolument. Regarde. Sauvez-vous pas. Oui, oui. Pendant que vous y êtes, j'aurais peut-être une ou deux questions à vous poser. Bien sûr, oui. Ici, est-ce que c'est une gare? Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Est-ce que c'est le CN ou c'est Via Rail? Bien, anciennement, c'était la gare de l'Intercolonial qui, par la suite, est devenue Canadien National. Puis, depuis 1978, elle appartient à Via Rail. Oh oui, c'est précisément en 1978 que c'est passé. Bon, à fin 78-79 que le transfert a eu lieu. Là. Si bien que la voie actuelle là, qui passe ici devant la gare, c'est la voie qui sert à la fois pour VIA et pour CN, CN étant limité au convoi de marchandises. Exactement. Pour scanner de la voie, parce que vous mentionnez ça, oui. La voie, par contre, appartient toujours au Canadien National. Nous sommes locataires de la voie. Ah bon, parfait. Qui osera maintenant prétendre que le service n'est pas bon à la gare de Via Rail? Le train qui part va nous permettre, nous aussi, de quitter le monde du chemin de fer et de nous retrouver dans un tout autre décor. Toujours en compagnie de Mme Leblanc, mais cette fois, pour la première de ses chroniques. Bonjour, bienvenue à la chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». Ce que nous souhaitons avec cette chronique, c'est vous sensibiliser à la connaissance et à la conservation de votre histoire familiale. Avec cette chronique, nous verrons comment se constitue un patrimoine familial, les différentes valeurs de ces objets, comment réaliser un inventaire, une enquête orale, les recherches historiques et généalogiques, et comment naturellement conserver ces objets. Cette chronique est basée sur le volume de M. Paul Trépanier, « Le patrimoine de ma famille, comment le reconnaître et bien le conserver ». Vous pouvez vous procurer ce volume dans toutes les bonnes librairies. On peut débuter en se demandant « Qu'est-ce que le patrimoine ?» Bien, le mot patrimoine vient du latin patrimonium, qui signifie héritage du père. Ce sont donc des objets que l'on reçoit de nos ancêtres et qui transmettent la mémoire de la famille. Ce patrimoine, bien, c'est tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on amasse et tout ce qu'on compte remettre, offrir à nos descendants. Ces objets, on les transmet pour les souvenirs, pour la mémoire qu'ils transportent. Mais il arrive quelquefois qu'un objet soit transmis, mais pas les renseignements qui s'y rattachent. On peut voir à l'écran une photographie
qui a été transmise, qui a été remise à la Société d'histoire, mais il manque quelque chose, il manque l'information. Le nom des personnes qui sont à l'écran, qui sont ces personnes, le lieu. Alors, c'est les informations qui n'y manquent. Donc, cette photographie-là n'a plus autant de valeur. À la prochaine chronique, nous verrons les différentes valeurs de ces objets du patrimoine. De 1900 à 1930, sous l'interaction et l'effet combiné du développement du chemin de fer, de l'énergie hydroélectrique et des diverses industries, le commerce va prendre à Drummondville une tournure très intéressante. L'arrivée ici de nombreux travailleurs accompagnés de leurs familles fait que la ville grandit, que sa population et conséquemment l'occupation de son territoire se densifie. De son quadrilatère de départ où elle s'est d'abord confinée, Drummondville pousse toujours plus loin ses rues vers l'est et vers le sud-est, en direction du village Henri Vassal. Ainsi nommé en l'honneur du propriétaire de la scierie, qui s'en était d'ailleurs départi en 1908 au profit d'Alexandre Mercure, ce petit village en effet ne cesse de son côté de grandir grâce un temps, d'abord et avant tout, à l'installation de la poudrerie de la Aetna Chemical, comme on l'a vu antérieurement. Extension vers l'est et le sud-est, mais aussi extension carrément vers le sud, avec l'implantation à partir des années 20 des grandes usines de textiles, ce qui donnera naissance au village de Saint-Joseph. Extension vers l'ouest enfin, grâce à la présence de la fonderie J.A. Gosselin Limitée et de sa vis-à-vis, la Walsh Plate and Structural Works Limitée, qui entraîne l'établissement de travailleurs sur les terres traversées par la voie ferrée du Canadien Pacifique et la route de Montréal, et par voie de conséquence, le développement du village Saint-Pierre. S'étant relevé non sans peine des incendies dévastateurs de la fin du 19e siècle, la vieille ville renaît et trace les grandes lignes de son développement futur. Ainsi apparaissent de nombreux commerces qui s'installent à travers la ville pour satisfaire les besoins grandissants d'une population qui ne cesse d'augmenter. Au début du 20e siècle, au moins 2 entreprises sont là depuis quelques années déjà. D'abord, le magasin général J.N. Turcotte, situé au coin des rues Hériote et Dupont. Fondée en 1880, cette entreprise avait déjà beaucoup aidé à faire de la rue Hériote la principale artère commerciale, en offrant sous un même toit aussi bien des laises de tissu que des vêtements prêt-à-porter, des ustensiles de cuisine que des instruments aratoires, des denrées alimentaires que des boissons enivrantes. Toujours au poste au début du 20e siècle, son propriétaire ne s'est pas laissé abattre par l'incendie de 1898 qui a ravagé son commerce. Non seulement l'a-t-il aussitôt reconstruit, mais encore n'hésite-t-il pas en 1915 à lui ajouter un étage. En 1928, la compagnie F.W. Woolworth achètera cet édifice qu'elle occupera jusqu'en 1961, soit jusqu'à ce qu'il soit à son tour la proie des flammes. En plus du magasin J.N. Turcotte, on compte aussi la société de secours mutuel l'Union Saint-Joseph de Drummondville. Née le 29 décembre 1889, la Société mutuelle d'assurance sur la vie s'installera dès 1912 dans un nouvel édifice tout à fait fonctionnel pour l'époque, sis à l'intersection des rues Hériote et Wood. Et c'est de ce siège social qu'elle orchestrera son développement constant jusqu'à nos jours. Connaissant en cours d'évolution quelques modifications qui l'amèneront à moderniser à la fois ses locaux administratifs et ses méthodes de gestion, la Société de secours mutuel deviendra en 1957 une compagnie mutuelle d'assurance qui opérera dès lors sous le nom de l'Union Vie. Mise sur pied par des Drummondvillois francophones, l'Union Vie est à ce jour la plus vieille entreprise commerciale de Drummondville. Plusieurs autres commerces fondés et administrés par des gens de la place font aussi leur apparition entre 1900 et 1930. Que ce soit sur la rue Hériote ou sur la rue Lindsay, ils ouvrent leurs portes l'un après l'autre à un rythme tel qu'il serait vain d'espérer tous les nommer. Par ailleurs, l'arrivée dans le décor de la voiture automobile, on en dénombrera 679 à Drummondville en 1931, crée de nouveaux points d'attrait. Les stations de service et les ateliers de réparation. Au garage Watkins, et mon plaisir,
Se joindront bientôt les garages Pinard et Morel. L'ouverture de grands hôtels va évidemment de pair avec l'augmentation de tous les flux industriels et commerciaux. C'est l'hôtel Grand Central et l'hôtel Corona, tous deux situés le long de la rue Cockburn. Le premier à l'intersection de la rue Riot, le second à l'intersection de la rue Lindsay, drainent leur lot de clients. C'est d'abord et avant tout le manoir Drummond qui attire l'attention. Construit en 1907 par des gens d'affaires de Drummondville, l'hôtel se distingue en effet par sa taille relativement imposante, par ses 2 tours d'angle asymétriques dominant le voisinage et par sa longue galerie à étages courant sur la façade. Pas surprenant qu'il devienne alors très vite le lieu de toutes les réunions mondaines ou d'affaires, comme on peut le voir sur cette photo prise en 1915. En 1924, la Southern Canada Power en devient actionnaire. La compagnie en effet considère comme très profitable de posséder, ne serait-ce qu'en partie, cet hôtel confortable et luxueux pour accueillir ici les dirigeants d'entreprise qu'elle veut convaincre de s'établir à Drummondville. Malheureusement, en août 1927, alors même que d'importants travaux de réaménagement venaient d'être achevés, un incendie réduira en cendres tous ces efforts de modernisation qui avaient vu notamment à pourvoir une bonne partie des chambres d'une salle de bain complète. Les dirigeants de la Southern Canada Power n'auront cependant pas trop de difficultés à convaincre les autres actionnaires de procéder à la reconstruction immédiate de l'hôtel. S'inspirant alors des normes les plus récentes de l'industrie hôtelière afin d'assurer à ses clients éventuels tout le confort requis, la compagnie construira un nouveau manoir Drummond qui ouvrira ses portes en mars de l'année suivante. Appelé à inaugurer officiellement l'établissement, le ministre de la Voirie de l'époque, emporté par l'enthousiasme et l'euphorie du moment, n'hésitera pas à proclamer qu'il s'agit de l'hôtel le plus magnifique du Canada, voire le plus moderne de tout le Dominion. Rien de moins. Certes, c'est là faire beaucoup d'honneur à un hôtel qui ne compte tout de même que 58 chambres. Néanmoins, le nouveau manoir Drummond mérite alors en bonne partie les louanges qui lui sont adressées. Car il semble bien qu'il soit, à ce moment-là, le premier hôtel de toute l'Amérique à posséder une cuisine tout à l'électricité. Un fait auquel la Southern Canada Power n'est évidemment pas étrangère, elle qui avait de grandes visées et qui ambitionnait même d'ajouter à l'arrière de l'hôtel un magnifique parc dont on peut voir ici un croquis d'artiste. Attirés ici par la croissance économique de la ville, les succursales de la Molson's Bank et de la Banque provinciale du Canada s'échangèrent un temps un peu comme au jeu de la chaise musicale, la location d'un même local au bas de la rue Riot, avant de chacune construire de fières succursales. Ce sera d'abord la Molson's Bank qui érigera en 1912, au pied de la montée de la rue Riot, face à la rue du Pont, un édifice qui voudra se donner une certaine allure de prestige. En réponse, en 1921, la Banque provinciale ira, elle, se percher un cran plus haut, soit au sommet de cette même montée, accentuant encore plus ce symbole de supériorité en donnant à son immeuble une façade aux lignes s'élançant vers le ciel. Entre-temps, entrant à son tour dans la danse, la Canadian Bank of Commerce aura trouvé l'occasion en 1918 de s'installer un peu plus haut encore sur la rue Riot, face à la place Saint-Frédéric, dans un édifice qu'elle occupe encore aujourd'hui. Pendant tout ce temps, bien sûr, on assiste également au développement constant des services gouvernementaux, tant au niveau municipal que provincial ou fédéral. Effectivement, les différentes administrations municipales qui se succèdent parviennent à moderniser les maigres infrastructures et équipements existants. Ainsi, on démolira la vieille bâtisse du marché public, qui jusque-là jouxtait l'église Saint-Frédéric, pour en construire une nouvelle à l'intersection des rues Hériot et Bérard. Aux brigades de pompiers, équipées de façon encore trop artisanale dans les premières années du 20e siècle, succédera graduellement un véritable service de protection contre les incendies, à qui l'on construit d'ailleurs juste à côté du nouveau marché, une caserne vraiment fonctionnelle, possédant enfin un camion digne de ce nom. À cette époque, des voix commencent à se faire entendre, qui expriment des doutes sur la solidité de l'édifice de briques construit au tout début des années 1860 sur la rue Riot, à l'intersection de la rue du Couvent, aujourd'hui la rue Marchand, soit dans la partie est de la place Saint-Frédéric actuelle. Occupé au rez-de-chaussée par le bureau d'enregistrement et à l'étage par le palais de justice,
cette bâtisse sera quand même utilisée pendant plusieurs années encore, puisqu'elle ne sera démolie qu'à la toute fin de l'année 1958. Un édifice qui fait alors la fierté de toute la population est le très joli bureau de poste, érigé en 1900 non loin des églises, du bureau d'enregistrement et du magasin J.N. Turcotte. Du sommet de la colline, entre les rues Hériot et Brock, d'où il domine toute la ville basse, c'est tout près de lui qu'il attirera bientôt le manoir Drummond et les principales institutions bancaires. Enfin, c'est en décembre 1910 que la ville peut bénéficier de son premier hôpital. Ce dernier, pris en charge par la communauté des Sœurs Grises de la Charité, attachée à l'Hôtel-Dieu de Nicolette, est d'abord aménagé plus ou moins temporairement dans l'édifice jusqu'alors occupé par l'Hôtel Corona, où il accueille ses premiers pensionnaires. Immédiatement baptisé du nom d'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville, il sera tout autant hospice qu'hôpital et, de ce fait, s'avérera très vite trop exigu. Dès 1915, on le déménagera dans l'ancien couvent des Sœurs de la Présentation, si à l'intersection des rues Brock et du couvent, endroit aujourd'hui occupé par un parc de stationnement. 12 ans plus tard, soit en mars 1927, il faudra à nouveau déménager, mais cette fois dans une bâtisse que l'on érigera juste à côté. On en profitera alors pour vouer le vieux couvent spécifiquement à un rôle d'hospice et de foyer d'accueil pour les pauvres et les orphelins, alors que l'on réservera aux seuls soins hospitaliers les locaux du nouvel édifice, auquel il faudra d'ailleurs, dès 1930, ajouter une première annexe. Il est maintenant temps de cesser cette énumération pour plutôt mentionner que la Société d'histoire de Drummondville a justement publié en 1999, à l'intention des touristes, mais également de tous les citoyens désireux de mieux connaître leur ville, le dépliant Souvenance, qui décrit avec photocouleur à l'appui un circuit patrimonial permettant de repérer sur place les premiers édifices et lieux de mémoire du centre-ville. Le prochain est ici. Qu'est-ce qui est marqué sur le dépliant? Bien, ça, c'est un ancien manoir à Drummondville. Puis, ils ont comme rénové ça, on dirait. Ça a bien changé, hein? Caroline. Ouais. Puis, l'ancien hôtel manoir Drummond. Tracé en boucle, avec comme point de départ et d'arrivée la place Saint-Frédéric, le circuit permet de découvrir à pied, au propre rythme de celui et celle qui l'empruntent, le berceau de la ville, de même que les installations hydroélectriques, les îles et les rives de la Saint-François. C'est l'ancien manoir Drummond. C'est rendu comme une maison de retraités, on dirait. Des colonnes et des pilastres. Ça a le style néoclassique. C'est spécial, hein? Ouais. On va-tu voir l'autre à côté? Ouais. C'est quoi l'autre? L'autre, ils disent que c'est une délicate survivance du passé. Ça date de 1917, franchement. C'est encore plus vieux que l'autre à côté? Ouais, c'est une maison. On dit que ça a le style Queen Anne d'origine. C'est à cause de ses tourelles en carré. On le voit, en plus d'indiquer la date de construction, le dépliant pointe les principaux traits décoratifs et architecturaux des quelques édifices ayant conservé un intérêt patrimonial certain. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire le commerce et les services, s'est beaucoup développé, on vient de le voir, à Drummondville de 1900 à 1930.
Évidemment, ce développement ne se fera pas sans de grands bouleversements sociaux. Et ce sont effectivement ces bouleversements sociaux que nous envisagerons plus précisément lors de la prochaine émission. Ce qui nous mènera, entre autres, à voir quel est le genre de construction domiciliaire qui va s'établir un peu partout dans Drummondville et les distinctions entre les diverses classes sociales. Alors, c'est un rendez-vous.